Le paradoxe de Newcomb. Le paradoxe de Newcomb est une expérience de pensée qui interroge nos intuitions sur la rationalité, la prédiction et la liberté de nos choix. Imaginons que vous vous trouviez face à deux boîtes. La boîte A, transparente, contenant 1000 $, et la boîte B, opaque, dont le contenu est inconnu. Imaginons maintenant un être doté d'une capacité de prédiction quasi parfaite. Il aura déjà déterminé le contenu de la boîte B en fonction de ce qu'il anticipe, que vous choisirez. Si cet être prévoit que vous ne prendrez pas la boîte B, il place 1 million de $. Si au contraire, il prévoit que vous prendrez les deux boîtes, il laisse la boîte B vide. Vous devez maintenant décider si vous preniez uniquement la boîte B ou les deux boîtes. Deux raisonnements apparents logiques conduisent à une conclusion opposée. Le premier, basé sur la théorie de la décision et le principe de dominance stratégique, suggère que vous devriez toujours prendre les deux boîtes. En effet, quelle que soit la prédiction faite, prendre les deux boîtes semble toujours rapporter plus d'argent. Si le prédicteur a prévu que vous prendriez les deux boîtes, la boîte B contient 0 $, et vous obtiendrez seulement 1000 $. Le second raisonnement, influencé par la confiance dans la capacité de prédiction de l'autre, recommande de ne prendre que la boîte B. En supposant que le prédicteur est presque infaillible, si vous choisissez les deux boîtes, il est probable que la boîte B soit vide. En prenant que la boîte B, vous maximisez vos chances d'obtenir le million de $. Ce paradoxe met en lumière le conflit entre deux approches de la rationalité. D'une part, la maximisation des gains, qui privilégie la prise des deux boîtes. D'autre part, la confiance dans la capacité de prédiction, qui favorise le choix de la seule boîte B. Il soulève également des questions sur la causalité et la temporalité. Comment concilier le fait que le contenu de la boîte B dépend de votre futur, alors que ce contenu est déterminé par une prédiction faite avant votre décision? Ce dilemme nous pousse à réfléchir sur la nature de nos choix. Sommes-nous réellement libres de nos décisions ou sommes-nous prévisibles et influencés par des facteurs extérieurs? Le paradoxe de Newcomb nous invite à examiner nos intuitions sur la liberté, la prédiction et la rationalité, sans fournir de réponses définitives, mais en nous encourageant à explorer les profondeurs de ces concepts. Et vous, auriez-vous pris la boîte B ou bien les deux boîtes? Le paradoxe du menteur. Le paradoxe du menteur, formulé par Épiménide le Crétois, plonge au cœur des complexités de la logique et de la vérité. Épiménide, originaire de Crète, aurait déclaré « Les Crétois sont toujours menteurs ». Cependant, comme il est crétois lui-même, cette affirmation se retourne contre lui, engendrant une contradiction qui a façonné les philosophes et les logiciens à travers les siècles. Ce paradoxe illustre une situation où une déclaration se réfère à elle-même, créant une boucle sans fin. Si on considère l'affirmation d'Épiménide comme vraie, cela signifie que les Crétois mentent toujours. Or, Épiménide étant crétois, cette déclaration serait un mensonge, ce qui contredit l'idée qu'il dit la vérité. Inversement, si on suppose que son affirmation est fausse, cela suggère que les Crétois ne mentent pas toujours. Cependant, cela impliquerait qu'Épiménide dit la vérité, en déclarant que les Crétois sont des menteurs, ce qui est également contradictoire. Cette énigme met en lumière les limites de la logique binaire, où une proposition est soit vraie, soit fausse. Les énoncés autoréférentiels, comme « cette phrase est fausse », défient cette dichotomie, car ils ne peuvent être évalués de manière cohérente. Le paradoxe du menteur a ainsi conduit à des révisions des systèmes logiques traditionnels, notamment dans les domaines de la logique des mathématiques et de la sémantique. Les implications philosophiques de certains paradoxes sont profonds. Ils invitent à réfléchir sur la nature de la vérité et la possibilité d'une vérité absolue. Si une déclaration peut être vraie et fausse à la fois, en raison de son autoréférence, cela suggère que la vérité pourrait être plus nuancée et contextuelle que ce qu'on l'avait supposé. En somme, le paradoxe du menteur sert de miroir aux complexités. Aux complexités et aux paradoxes de notre propre compréhension de la vérité et de la logique. Il nous repousse à mettre en question nos certitudes et à explorer les systèmes de pensée plus sophistiqués pour appréhender les subtilités du langage et de la réalité. Sacrifier un proche pour sauver des inconnus. Le dilemme moral, qui consiste à envisager le sacrifice d'un proche pour sauver des inconnus, plonge au cœur de débats éthiques et complexes, interrogeant nos principes fondamentaux sur la valeur de la vie, la responsabilité individuelle et les conséquences de nos actions. Ce questionnement met en lumière les tensions entre différentes approches morales, notamment l'utilitarisme et le déontologisme. L'utilitarisme est une philosophie morale développée par des penseurs tels que Jeremy Bentham et John Stuart Mill. Il propose que la moralité d'une action est déterminée par ses conséquences.
Selon cette perspective, il serait justifiable de sacrifier un individu si cela permet de sauver un plus grand nombre de vies, maximisant le bien-être général. Cette approche se concentre sur les résultats tangibles et cherche à atteindre le plus grand bonheur pour le plus grand nombre. Cependant, le déontologisme, associé à des philosophes comme Emmanuel Kant, insiste sur l'importance des principes moraux et de devoirs intrinsèques. Selon cette vision, certaines actions sont moralement inacceptables, indépendamment de leurs conséquences. Ainsi, sacrifier un proche, même pour sauver plusieurs inconnus, pourrait être considéré comme une violation d'un devoir moral fondamental envers autrui, en raison du lien personnel et de l'obligation morale de protéger des êtres chers. Des expériences de pensée telles que le dilemme du tramway illustrent ces tensions morales. Dans ce scénario, une personne doit choisir entre actionner un levier pour détourner un tramway hors de contrôle, sacrifiant ainsi un individu, ou bien ne rien faire et sacrifier 5 individus. Ces dilemmes mettent en évidence que nos décisions morales sont souvent influencées par des facteurs émotionnels et contextuels. Cette distinction suggère que notre sens moral est complexe et peut être modulé par des facteurs tels que l'intention, la proximité relationnelle et les contextes de l'action. De plus, des études interculturelles ont montré que les jugements moraux, à travers le monde, varient. Une recherche impliquant plus de 27 000 participants dans 45 pays a relevé des différences significatives dans la manière dont les gens perçoivent ces dilemmes, influencés par des facteurs culturels, sociaux et individuels. Ces variations indiquent que la moralité n'est pas universelle et que nos valeurs sont façonnées par nos contextes culturels et personnels. Le dilemme de sacrifier un proche pour sauver des inconnus sert de point d'ancrage pour explorer les profondeurs de notre éthique personnelle et collective. Il nous pousse à réfléchir sur la nature de nos obligations envers les autres, la hiérarchie de nos devoirs moraux et la manière dont nous équilibrons les conséquences de nos actions avec nos principes fondamentaux. Et toi, que ferais-tu? Sauverais-tu ton proche ou bien les inconnus? La question de savoir si on doit agir moralement par obligation ou par compassion invite à une réflexion profonde sur les fondements de nos actions éthiques. D'un côté, certains philosophes comme Emmanuel Kant soutiennent que la moralité découle du devoir, c'est-à-dire l'obligation d'agir. De l'autre, des penseurs tels que Arthur Schopenhauer plaident que la compassion est une forme d'empathie envers la souffrance d'autrui. Kant introduit le concept d'impératif catégorique, selon lequel une action est moralement valable que si elle peut être universalisée, c'est-à-dire si la maxime qui la guide peut être adoptée par tous sans contradiction. Pour Kant, agir moralement signifie accomplir son devoir par respect pour la loi morale, indépendamment des inclinaisons personnelles ou des conséquences. Ainsi, même si on n'éprouve pas de sympathie particulière pour une personne, l'obligation morale de l'aider en cas de besoin demeure. Cependant, cette perspective kantienne a été critiquée par Schopenhauer qui considère que la morale ne peut pas être fondée sur des principes abstraits ou universels. Selon lui, la moralité doit s'adapter à la situation particulière de chacun. Schopenhauer affirme que la véritable base de la morale est la compassion. Cette capacité à ressentir la souffrance d'autrui, à être motivé, à y répondre. Pour lui, l'action morale découle d'une reconnaissance intuitive de la souffrance et des autres, ce qui nous pousse à les aider sans attendre de récompense. Cette opposition entre éthique du devoir et éthique de la compassion soulève des questions universelles sur la nature de nos actions morales. Agissons-nous moralement parce que nous reconnaissons une obligation universelle qui transcende nos sentiments personnels, ou est-ce que c'est notre capacité à ressentir et à comprendre la douleur d'autrui qui nous pousse à agir de la manière éthique? La réponse à cette question influence non seulement notre conception de la moralité, mais aussi la manière dont nous structurons nos sociétés et nos systèmes juridiques. En définitive, cette réflexion nous invite à examiner nos propres motivations et à considérer si nos actions sont guidées ou non par un sens du devoir impersonnel. Peut-être que la véritable moralité réside dans un équilibre entre ces deux approches, intégrant à la fois reconnaissance de principes universels et compréhension d'expériences individuelles. Alors, doit-on agir moralement ou bien par compassion? L'argent fait-il le bonheur? La question de savoir si l'argent fait le bonheur est aussi ancienne que la réflexion philosophique elle-même. De nombreux penseurs ont exploré cette relation complexe entre richesse matérielle et bien-être émotionnel, chacun apportant une perspective unique. Dans la société contemporaine, l'argent est souvent perçu comme un moyen d'accéder à divers plaisirs et commodités. Il permet de satisfaire des besoins fondamentaux tels que se loger, se nourrir et se vêtir.
mais aussi profiter de loisirs et d'expériences enrichissantes. Cette capacité à améliorer le quotidien conduit certains à associer directement l'argent au bonheur. Des études récentes montrent que 52% des Français estiment que l'argent contribue au bonheur, un chiffre qui atteint 66% chez les jeunes de la génération Z. Cependant, cette vision utilitaire de l'argent est nuancée par d'autres perspectives philosophiques. Certains courants de pensée suggèrent que la quête incessante de richesse peut mener à une insatisfaction chronique. L'économiste Richard Esterling a mis en évidence le paradoxe d'Esterling, selon lequel, au-delà d'un certain niveau de confort matériel, l'augmentation du revenu n'est pas corrélée à une augmentation significative du bonheur. Cette observation invite à réfléchir sur la nature de nos désirs et sur la possibilité que l'accumulation de biens matériels ne soit qu'une réponse superficielle à des besoins émotionnels et spirituels. Par ailleurs, des penseurs comme Clive Hamilton, dans son ouvrage Growth Fetish, critiquent la société de consommation, soulignant que la poursuite incessante de la croissance économique et de la richesse peut avoir des effets néfastes et délétères sur l'environnement, la démocratie et le bien-être général. Selon cette perspective, l'argent, loin d'être une fin en soi, devrait être considéré comme un moyen au service d'une vie épanouie et durable. De plus, des recherches en psychologie suggèrent que si l'argent peut apporter une certaine sérénité en réduisant les préoccupations liées à la sécurité financière, il n'est pas garant d'une satisfaction durable. Les relations interpersonnelles, le sentiment d'accomplissement et l'engagement dans les activités significatives sont souvent cités comme des facteurs contribuant davantage au bonheur que la seule possession de biens matériels. Enfin, il est essentiel de considérer la dimension sociale de l'argent. Dans certaines cultures et sociétés, la richesse est associée au statut social, ce qui peut influencer la perception que l'on a du bonheur. Cependant, cette corrélation n'est pas universelle et varie en fonction des valeurs culturelles et individuelles. En somme, la relation entre argent et bonheur est complexe et multifacette. Si l'argent peut faciliter l'accès à des ressources et des expériences susceptibles d'améliorer le bien-être, il n'est pas en soi une garantie de bonheur. Cette réflexion invite chacun à examiner ses propres valeurs, ses priorités et ses aspirations, et à considérer comment l'argent peut servir de levier pour atteindre un épanouissement authentique et durable. Et toi, penses-tu que l'argent fait le bonheur ? Peut-on être heureux sans amour ? La question de savoir si l'on peut être heureux sans amour invite à une réflexion profonde sur la nature du bonheur et le rôle que jouent les relations affectives dans notre épanouissement personnel. Le philosophe helléniste Barbara Cassin, récemment élue à l'Académie française, offre une perspective intéressante sur ce sujet. Selon elle, il existe une pluralité d'expériences et d'âges intérieurs qui contribuent à notre bien-être, indépendamment de l'amour romantique. D'autres philosophes et psychologues partagent cette idée. Par exemple, la psychologue Bella De Polo a mené des recherches montrant que les personnes célibataires peuvent éprouver des niveaux élevés de bonheur et d'épanouissement personnel. Elle souligne que le célibat offre l'opportunité de se concentrer sur soi-même, de développer ses passions et d'entretenir des relations amicales enrichissantes. Cette perspective met en lumière que le bonheur peut être trouvé dans l'autosuffisance émotionnelle et la réalisation personnelle, sans dépendre d'une relation amoureuse. En outre, il est important de considérer que la société moderne valorise fortement les relations amoureuses, parfois au détriment d'autres formes de bonheur. Les médias, la culture populaire et même nos cercles sociaux peuvent créer une pression implicite suggérant que le bonheur est intrinsèquement lié à l'amour romantique. Cependant, cette vision peut être réductrice et ne pas tenir compte de la diversité des expériences humaines. De nombreuses personnes trouvent le bonheur dans leur carrière, leurs amitiés, leurs hobbies ou encore leur engagement communautaire. Cela suggère que le bonheur est une construction personnelle, influencée par nos choix, nos valeurs et nos expériences, plutôt que par un seul facteur externe, l'amour. Il est également pertinent de noter que certaines études ont montré que les personnes en couple ne sont pas nécessairement plus heureuses que celles qui sont célibataires. Par exemple, une étude a relevé que des personnes célibataires peuvent ressentir un plus grand sens de la liberté et une plus grande créativité. Cela remet en question l'idée selon laquelle l'amour romantique est indispensable au bonheur et ouvre la voie à une compréhension plus nuancée de ce dernier. En définitive, la question de savoir si l'on peut être heureux sans amour ne trouve pas de réponse universelle, car le bonheur est une expérience subjective et multifacette. Néanmoins, il est essentiel de reconnaître que l'amour romantique n'est pas le seul chemin vers le bonheur. En explorant diverses avenues d'épanouissement personnel, en cultivant des relations significatives et en poursuivant des passions individuelles, chacun peut découvrir sa propre définition du bonheur, et cela indépendamment de son statut amoureux. Et toi, penses-tu que l'on peut être heureux sans amour ?
La question de savoir si mentir pour protéger quelqu'un est justifiable plonge au cœur des débats philosophiques sur la moralité, l'éthique et les conséquences de nos actions. À travers les siècles, divers penseurs ont offert des perspectives contrastées sur ce dilemme moral. Immanuel Kant, philosophe du XVIIIe siècle, est catégorique. Le mensonge est toujours immoral, indépendamment de ses conséquences. Dans son essai d'un prétendu droit de mentir par l'humanité, Kant soutient que la vérité est un impératif catégorique, une règle morale absolue, qui ne souffre aucune exception. Selon lui, si tout le monde mentait, la notion même de vérité serait dévaluée, rendant la communication et la confiance mutuelle impossibles. Ainsi, même pour protéger une vie innocente, mentir serait inacceptable, car cela violerait le principe moral, universel, de véracité. En revanche, Benjamin Constant, un contemporain de Kant, offre une perspective différente. Dans ses Rédactions politiques, Constant argue que le devoir de vérité n'est pas absolu et que certaines vérités peuvent nuire à autrui. Il propose que mentir pour protéger quelqu'un peut être moralement justifiable, surtout lorsque la divulgation de la vérité causerait un tort injustifié. Par exemple, mentir à un assassin pour sauver la vie d'un ami serait selon Constant une action morale, car le devoir de protéger la vie prime sur l'obligation de dire la vérité. Cette divergence de point de vue entre Kant et Constant reflète deux approches éthiques et distinctes. Le kantisme, avec son insistance sur ses principes moraux universels et inconditionnels, et le conséquentialisme, qui évalue une moralité d'une action en fonction de ses conséquences. Selon cette perspective, si mentir conduit à un bien plus grand ou évite un mal plus grand, il peut être considéré comme moralement acceptable. Au-delà de ces catégories, la question invite à réfléchir sur la nature du mensonge lui-même. Est-ce un simple outil de communication ou un acte moralement chargé? Le mensonge peut-il être justifié par des intentions altruistes ou est-il intrinsèquement mauvais, quelles que soient les motivations? De plus, cette réflexion soulève des questions sur la confiance sociale. Si mentir est parfois acceptable, comment maintenir des relations basées sur une confiance et une honnêteté? En fin de compte, la question de la justifiabilité du mensonge pour protéger quelqu'un ne trouve pas de réponse simple ou universelle. Elle dépend largement des valeurs personnelles, des contextes et des situations spécifiques. Ce débat continue de nourrir les discussions philosophiques et éthiques contemporaines, reflétant la complexité des dilemmes auxquels l'humanité est confrontée. Et toi, penses-tu que mentir pour protéger quelqu'un, c'est justifiable? La réalité est-elle physique ou bien mentale? La question de savoir si la réalité est de nature physique ou mentale a été au cœur des débats philosophiques pendant des siècles. Le matérialisme est une doctrine philosophique qui postule que la matière est la substance fondamentale de l'univers et que tous les phénomènes, y compris la pensée et la conscience, résultent de l'interaction de particules matérielles. Selon cette perspective, tout ce qui existe est matériel et la réalité physique est la seule réalité véritable. Les matérialismes considèrent que les objets et les événements du monde sont indépendants de notre perception ou de notre conscience. Cette vision s'oppose au dualisme, qui sépare l'esprit et la matière comme deux substances distinctes. Le matérialisme rejette l'existence de toute entité immatérielle, telle que l'âme ou l'esprit, en tant que substance séparée. Le matérialisme affirme que la pensée est le produit du cerveau et de ses processus physiques. Par exemple, les émotions et les pensées sont vues comme des résultats de réactions chimiques et électriques dans le cerveau. Cette perspective est souvent associée à une vision scientifique et empirique du monde, où les phénomènes sont expliqués par les lois naturelles et des observations mesurables. En revanche, l'idéalisme est une doctrine philosophique qui soutient que la réalité est essentiellement mentale, spirituelle ou idéale. Selon cette perspective, l'esprit ou la conscience est la substance fondamentale de l'univers et la matière n'existe que comme une manifestation de l'esprit. Les idéalistes croient que la réalité physique est en quelque sorte dépendante de l'esprit et que nos perceptions mentales constituent la véritable nature du monde. Par exemple, l'idéalisme subjectif, comme celui proposé par le philosophe George Berkeley, suggère que les objets n'existent que dans la mesure où ils sont perçus par un esprit. Selon cette vision, l'existence des choses est conditionnée par leur perception. D'autre part, l'idéalisme objectif, tel que celui de Hegel, postule l'existence d'une réalité idéale objective, indépendante de l'esprit individuel mais accessible à la raison humaine. Dans cette perspective, l'histoire et la culture
sont vues comme des expressions de l'évolution de l'esprit absolu. Le matérialisme et l'idéalisme offrent des explications opposées sur la nature de la réalité. Le matérialisme insiste sur l'objectivité et l'indépendance de la réalité physique, tandis que l'idéalisme sur la primauté de l'esprit et de la perception. Cette opposition soulève des questions fondamentales sur la relation entre l'esprit et le corps. En tant qu'individus, faisons-nous l'expérience d'un monde qui semble à la fois matériel et mental? Sommes-nous simplement des observateurs passifs d'une réalité matérielle, ou bien notre conscience joue-t-elle un rôle actif dans la création et la perception de cette réalité? Cette question invite à une exploration approfondie de nos croyances, de nos perceptions et de notre compréhension de l'univers. En fin de compte, la réalité est-elle physique, comme le dit le matérialisme, ou bien mentale, comme le dit l'idéalisme?